Alors, on va démarrer cette table ronde sur la transition environnementale du secteur du livre jeunesse. On a, dans 2 mois, s'ouvre à Glasgow la COP 26, où tous les États du monde entier, qu'ils soient petits ou grands, vont essayer de se mettre d'accord pour intensifier leurs actions pour limiter l'augmentation de la température à moins de 2 degrés d'ici le milieu de notre siècle. C'est un sujet qui suscite énormément d'attention de la part de la société civile aujourd'hui, a fortiori des jeunes générations dont il est question aujourd'hui. Et cette COP26, elle vient après un été qui a été assez particulier, où il y a eu une multiplication d'événements climatiques extrêmes. Il y a eu les inondations dramatiques en Allemagne, à nos portes. Il y a eu le dôme de chaleur au Canada. Il y a eu des méga-feux en Sibérie et au Canada. Donc il y a une actualité très très forte sur ce sujet. Et donc ce que j'ai proposé à nos invités, à nos 3 invités aujourd'hui, c'est de parler principalement des priorités à venir dans l'année pour que le secteur du livre jeunesse fasse sa part dans la réduction des gaz à effet de serre, que ce soit dans la gestion de la demande, la gestion du papier, la gestion des transports. Enfin bon, il y a énormément de leviers pour intensifier les actions. On a la chance d'avoir 3 représentants de différents métiers du livre jeunesse autour de la table. Donc nous avons Pascal Lenoir, vous êtes, je n'ai pas besoin de vous présenter, je pense, mais je vais représenter président de la commission fabrication et environnement du SNE et par ailleurs directeur de la production de Gallimard. Gwenda Loulès, vous êtes propriétaire de la librairie Récréalivre. Et enfin, Stéphane Paulina, vous êtes directeur général délégué des imprimeries Paulina. Et quant à moi, je suis Isabelle Viennois, je suis fondatrice d'une société qui s'appelle Zeus et Gaïa, qui est une société de conseil qui mobilise des experts dans le monde entier pour accompagner les entreprises françaises dans leur transition environnementale. Je suis absolument ravie d'animer cette table ronde. On va aborder 4 grandes questions, 4-5 grandes questions, et puis après, on laissera la salle poser ses questions. On va avoir des questions autour de la demande pour les livres écologiques dans le secteur de la jeunesse. On va aussi parler de la question de la mesure, de la transparence autour de l'empreinte environnementale, et puis des questions autour des leviers en fait, pour réduire l'empreinte environnementale du livre. Alors pour la première question, je vais vous demander à tous les 3 de me dire en une phrase ce qu'est pour vous un livre écologique en matière bien évidemment de livre jeunesse. Je commence par vous, Pascal Lenoir. Bonjour, merci. Donc question importante, qu'est-ce qu'un livre écologique ? Alors, je vais faire une petite phrase comme demandé. Pour moi, le livre dont l'impact environnemental serait le plus faible est celui qui trouve ses lecteurs et qui aura une vie la plus longue possible. Avant tout autre sujet, je pense qu'il faut éviter le gâchis, le gaspillage, et donc que les livres trouvent leurs lecteurs me semble l'élément principal. Merci. Gwendal. En fait, ma définition rejoint un peu la vôtre, Monsieur Lenoir. Peut-être un peu plus d'une phrase. Je pense que c'est une définition idéaliste du livre, placée pas seulement comme produit, mais comme création intellectuelle. Pour moi, un livre écologique, c'est un livre qui justifie sa place sur les tables des librairies par la sincérité de sa démarche de création. De fait, on élimine une bonne part de la production à partir de ce principe-là assez élémentaire, il me semble. Et du coup, un livre, quand on veut l'envisager du point de vue vertueux d'une morale écologique, je pense qu'il faut d'abord se reposer sur sa valeur artistique et littéraire. Et pour moi, le fait qu'un livre soit imprimé localement sur du papier issu de forêts éco-gérées avec des encres bio, c'est pas prioritaire à mon sens. Je pense que le biotope éditorial, il n'est pas principalement pollué par des livres mal fabriqués, mais plutôt par des livres stériles, des livres à obsolescence programmée, presque, des livres OGM, des parasites, en fait, qui sont un peu influencés par la copie opportuniste de succès éditoriaux. Et donc, moi, ma définition, je la place sur le terrain de la création, de la morale professionnelle, de l'utilité du livre, en fait. Merci, c'était un peu plus qu'une phrase. Exactement. Mais ça le valait. Stéphane Paulina, un livre écologique. Alors bonjour à tous.
Pour moi, un livre écologique, ça va être un peu plus une réponse technique, de par mon métier forcément. Un livre écologique, pour moi, c'est déjà d'appliquer aujourd'hui les certifications qui sont disponibles et de s'assurer qu'elles sont bien appliquées, suivies dans toute la chaîne, c'est-à-dire les certifications telles que les papiers PEFC, la certification de l'imprimeur imprime vert, et que ces certifications soient bien appliquées par toute la chaîne de l'éditeur, de la fabrication, du photograveur, de l'imprimeur, du distributeur. Voilà, que la chaîne de passage de témoins soit bien respectée et appliquée. Aujourd'hui, c'est possible, tout ça, ça existe, et je pense qu'on a besoin de vraiment l'appliquer et de le faire savoir aux lecteurs et à tous les gens que ça intéresse, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment de quoi communiquer et montrer qu'on fait déjà des choses pas mal. C'est pas encore l'excellence, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites, et je pense qu'on a vraiment besoin de mieux communiquer sur ces sujets. Merci à tous les trois. On va commencer par parler de la demande. La demande, et je vais me tourner vers vous, Gwenda Loulès, sur la demande existante de livres plus écologiques. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous avez vu ces 12 derniers mois une demande de plus en plus forte pour des livres plus écologiques en littérature jeunesse? Est-ce que vous anticipez que la demande va être plus forte dans les mois à venir? Et j'ai une autre question sur le risque potentiel d'environnemental bashing, comme on le voit sur certains produits aujourd'hui, qui sont un peu livrés en pâture, alors à juste titre ou pas. Il y a eu la viande rouge, sur laquelle il y a un vrai sujet, le chocolat, dont on voit de plus en plus l'empreinte environnementale. Est-ce que sur le livre, et à fortiori le livre jeunesse, il pourrait y avoir un risque comme ça, où on se dit on pourrait beaucoup mieux faire, et donc il y a un environnemental bashing? À titre personnel, je ne le pense pas. Peut-être parce que les personnes qui émettent ce type de jugement appartiennent au milieu qui juge nécessaire la place du livre en France et dans le monde. Donc je pense que ce biais de critique, il est un peu faussé au départ par la personne qui l'émet en fait. Après, pour revenir au début de votre question, pour ce qui est de la demande au sein de ma librairie, je ne trouve pas qu'il y ait plus de demandes. Je pense qu'il y en a eu il y a quelques années, j'avais des demandes assez vindicatives sur les livres. On me demandait de montrer sur le livre où il était imprimé, quel papier, mais c'était une demande assez marginale et c'était pas forcément une demande en fait. C'était quelqu'un qui émettait une opinion au sein de la librairie. Aujourd'hui, les demandes, elles se situent davantage sur la thématique environnementale. Après, évidemment, quand quelqu'un demande ce type de livre-là, il s'attend à ce que le livre, l'objet, soit en accord avec son thème. Donc là, il y a une démarche un peu automatique, ce qui est plutôt, on va dire, plutôt le cas. Mais j'ai pas constaté plus de demandes. Bien que ma clientèle est plutôt engagée c'est une vision un petit peu caricaturale de voir ma clientèle, mais quand même plutôt sensible à ce genre de questions. Stéphane Pollina, vous voyez une demande de la part des éditeurs sur des livres plus écologiques? Oui, effectivement, il y a une demande un peu plus importante. Déjà, on a eu une demande, alors est-ce que c'est lié au Covid? Certainement un petit peu. On a une demande qui a augmenté sur le produire local, la production locale. Ça a été une demande par rapport à l'impression française. Donc ça, oui, effectivement, depuis 12 mois, depuis un an, on a constaté une réelle demande de ce côté-là. Et effectivement aussi sur la partie écologique, du coup, de bien s'assurer que les papiers, en tout cas c'est des questions qu'on nous pose souvent, de demander si les papiers étaient bien respectueux de l'environnement, notamment les certifications des forêts gérées. Voilà, ça a été quand même une demande plus importante. Donc globalement sur l'ensemble, oui, on peut quand même dire que c'est pas une prise de conscience, mais il y a une augmentation de la demande sur les livres sortis des usines qui respectent plus l'environnement. Donc ça passe par ces différents points-là. Très bien. Vous évoquez en effet le produire local qui est un des leviers de la réduction des gaz à effet de serre d'un livre. Quand on regarde le bilan carbone d'un livre, alors les chiffres en moyenne, il y a 40% du bilan carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre d'un livre qui sont liées au papier. Il y a 20% qui sont liés à l'impression, notamment dans des pays qui utilisent
plus les énergies fossiles dans les imprimeries. Et puis il y a 15 à 20% qui est lié au transport. Voilà, c'est les chiffres qu'on retrouve sur les bilans carbone du livre. Comment les différents acteurs de la profession, et je me tourne vers vous, Pascal Lenoir, pour cette question, et puis je vous demanderai également, Gwendal et Stéphane, ce que vous en pensez, comment les différents acteurs du livre jeunesse peuvent, alors à titre individuel, à leur niveau, en fonction de leur métier, agir sur ces différents postes. Qu'est-ce qui peut être fait de manière collective également par l'ensemble de la profession? Quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place, alors, notamment sur le taux de retour, pour diminuer le taux de retour, ou pour faire en sorte d'aller acheter du papier de manière un peu plus proche? Alors, je vais me permettre de peut-être recontextualiser un petit peu notre production de livres. Parce qu'on vit dans les livres, on est autour de livres, on travaille pour eux, mais le livre, en fait, dans la filière graphique, ne pèse que 6% de la consommation papier. Et donc les leviers, si on voulait avoir des leviers seuls, seraient très difficiles à pouvoir manier, parce que 94 autres % sont utilisés et produits pour d'autres biens papier. Donc il faut qu'on relativise aussi notre capacité à pouvoir agir. Pour autant, je voudrais citer 2 chiffres, parce que c'est vrai qu'on ne communique pas très bien sur nos sujets, même si au SNE, ça fait quelques années que nous essayons de faire des efforts et de transmettre quelques petites données et donc travailler à la transparence. 95% des papiers aujourd'hui utilisés dans le monde du livre sont certifiés provenant de forêts durablement gérées. Je pense que ce n'est pas suffisamment porté par la filière, pas assez par les acteurs, mais c'est extrêmement important parce que nous avons une chance énorme, c'est que nous avons une matière qui est renouvelable et recyclable. Alors, je ne voudrais pas faire le parallèle avec le numérique, mais quand même, vous pourriez regarder si vous avez 1 ou 2 labels sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, alors que nous, ça fait bien des années que nous y travaillons. Donc après, pour la problématique globale de diminution de son empreinte carbone, ce qu'il va nous falloir d'abord, c'est trouver des indicateurs. Parce que penser que l'on va pouvoir ex nihilo trouver la solution miracle qui nous permette de baisser nos émissions, c'est impossible. Donc on va chercher à trouver des indicateurs. Donc je vous parlais des indicateurs sur le papier. On en a un deuxième qui est sur le taux de retour. Avant de parler de pilon, il y a le retour, puisqu'on est inscrit dans une économie circulaire. Ça aussi, on l'oublie. L'économie circulaire, c'est-à-dire que nos ouvrages qui partent et qui seraient invendus sont retournés aux distributeurs. Loi qui vient juste d'être votée pour tous les ensembles des produits vendus en France, alors que nous les appliquons depuis longtemps. Personne n'est allé revendiquer ça, et pourtant c'est intéressant. Et qui parfois peuvent être retournés en stock, repris en stock, et parfois au pilon par l'obsolescence ou parce que l'ouvrage a été abîmé. Mais voilà. Pour ce qui est donc de descendre nos bilans carbone, le papier, donc 40%, beaucoup de fibres viennent d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud. Il y en a une grande partie pour notre littérature et pour le poche qui viennent d'Europe, et ça c'est un élément positif aussi pour nous. Mais là, il va falloir retrouver peut-être les moyens de exploiter notre forêt. La forêt française et la forêt européenne est sous-exploitée. Donc peut-être retrouver le moyen de produire local de la fibre de cellulose où on voit aujourd'hui qui sert à faire du carton, à faire des emballages, etc. Donc beaucoup de plastiques sont remplacés par du papier. Donc il y a peut-être une opportunité. Et la deuxième opportunité, c'est peut-être de revoir aussi notre vision de l'industrie. Nous avons désindustrialisé nos pays, en Europe, en France en particulier, et avons du mal à imprimer parfois des livres en France. Donc là, on a un souhait de relocalisation. Bon, Stéphane, on travaille ensemble, donc on ne va pas parler de planning ensemble, mais c'est un peu compliqué aujourd'hui de relocaliser l'ensemble des ouvrages parce qu'il est difficile de réindustrialiser en France. Il est difficile aujourd'hui de trouver du personnel pour travailler en usine. Stéphane Paulina, sur les différents leviers qui permettent, alors vous avez parlé en tant qu'imprimeur, de réduire l'empreinte carbone d'un livre. Comment vous voyez évoluer les choses ? Moi, je voulais revenir sur on parlait du bashing tout à l'heure par rapport aux livres et au papier utilisé. On constate assez souvent, parfois ça nous arrive à notre entreprise de faire des visites de collège, de lycée, donc auprès des jeunes ados et même les professeurs d'ailleurs. Et souvent, on nous pose la question quand on visite, on nous dit, quand vous imprimer un livre, par exemple, ça représente combien d'arbres coupés ?
Et ça, c'est vraiment une idée qui est reçue, une idée reçue auprès d'un nombre important du public. Et ça, je pense qu'on a besoin de communiquer là-dessus, parce que ça, déjà, c'est une première étape dans l'esprit des gens, c'est de bien comprendre que le bois qui est utilisé pour fabriquer le papier pour les livres, à presque 80%, on va dire 74% pour être précis, c'est du bois d'élagage de forêt, d'entretien de forêt. 74%. Le reste du bois qui est utilisé, c'est la chute de tout ça. La sciure, voilà, la chute de bois. Donc on peut pratiquement dire que 100% du bois utilisé pour fabriquer le papier de nos livres, c'est du bois d'entretien de forêt. Donc en aucun cas, ce sont des forêts coupées. Il n'y a pas de déforestation. Alors ça, évidemment, c'est quand les normes PEFC et FSC sont appliquées, mais aujourd'hui, comme disait Pascal, sur 95%, je crois, du papier qui est acheté, ces papiers-là sont certifiés maintenant, en France et dans les pays comme les nôtres en Europe. Donc ça, c'est important parce que, voilà, ça c'est vraiment des points qu'il faut clarifier, éclaircir, sur lesquels il faut communiquer, parce que, voilà, surtout quand on est imprimeur, ça fait toujours mal au cœur de recevoir des écoles et de leur montrer notre métier avec passion et qu'on aime bien faire, et leur montrer que le livre, voilà, c'est un produit, enfin c'est un livre, c'est important, chez les jeunes surtout, et là déjà c'est souvent des questions qui fusent ça, voilà, de nous dire ça, et c'est régulier. Donc ça c'était un point que je voulais préciser, voilà, parce que c'est déjà, les idées reçues souvent, ça, pour les métiers, les différents métiers, ça fait du mal et ça perdure. Ça fait longtemps qu'on l'explique, mais je pense aussi que nous tous, on n'est pas assez bons de ce côté-là, il faut qu'on communique mieux, voilà, et faut le faire savoir. Il faut vraiment insister, parce que ça déjà, ça va déjà aider beaucoup de personnes à mieux comprendre comment fonctionne notre métier. Ensuite, sur l'impact, sur l'impact environnemental, il y a des choses qui sont faites. Alors moi, je parle évidemment du métier technique, là, en usine. On améliore beaucoup les choses, les nouveaux investissements. Nous, on investit beaucoup, on renouvelle beaucoup notre matériel. Les nouvelles machines sont beaucoup moins consommatrices d'énergie. Donc, il y a déjà des avancées qui sont intéressantes. Aujourd'hui, une nouvelle machine consomme 30% moins d'électricité et d'énergie que des machines qui ont une dizaine d'années. Donc ça, déjà, c'est des points qui sont importants. Après, sur le reste, on récupère de l'énergie, on investit dans pas mal de matériel aussi. Je ne vais pas rentrer en détail, mais on a des groupes froids qui refroidissent l'eau, notamment sur nos machines. L'énergie de tous ces groupes sont récupérés pour réchauffer une partie des usines. On a besoin aussi de beaucoup d'air dans une imprimerie pour faire fonctionner les systèmes automatisés et automatiques. Donc on a des gros compresseurs industriels. Ces gros compresseurs dégagent de l'énergie. Et depuis maintenant presque une dizaine d'années, voilà, on a réinvesti dans des nouveaux compresseurs. On récupère l'énergie de ces compresseurs pour également chauffer une partie des usines. Voilà, donc ça c'est du concret. C'est-à-dire que plus on va aller de l'avant, plus c'est des choses qu'on va mieux maîtriser, qu'on va être capable de mettre en place. Voilà, et du coup, je pense que d'ici encore une dizaine d'années, on va nettement améliorer notre impact carbone. Voilà, et le but, évidemment, c'est d'être complètement autonome. Voilà, on a aussi un projet de panneaux photovoltaïques, notamment au niveau des zones chez nous qui sont exploitables. Voilà, donc tout ça, c'est de l'investissement, mais effectivement, ça met du temps. Ça ne sort pas comme ça de terre, c'est des investissements assez lourds. Donc il faut réussir ce difficile pari et calcul économique d'aller de l'avant pour du renouvelable, mais tout en restant dans des prix compétitifs et abordables pour nos clients. Voilà, c'est toujours un équilibre industriel qui est difficile à réaliser. Voilà. Et vous nous rappelez en effet que la réduction de l'empreinte environnementale d'un livre, c'est souvent des choses très techniques liées à l'énergie qui est utilisée et au processus. Gwenda Loulès, votre vision de ce qui pourrait être fait pour réduire l'empreinte environnementale du secteur du livre jeunesse, ce qui pourrait être intensifié au point de vue de libraire? Alors, à titre individuel, en tant que libraire, je vois mal comment on pourrait influencer à la fois la fabrication des livres, peut-être dans le caractère prescriptif, mais je trouve un peu stérile l'idée de recommander seulement des livres justement fabriqués vertueusement en fait. En revanche, je pense qu'on peut regarder en tant que professionnel la façon dont on gère son commerce, qu'on achète et retourne ses livres, et là peut-être réfléchir notamment, vous en avez parlé tout à l'heure, à la question des retours. Je pense que c'est un des aspects sur lesquels on se doit de travailler, parce qu'en tant que libraire, on devrait plus, enfin dans l'idéal,
considérer nos librairies, enfin les livres au sein de notre librairie comme un frigidaire avec des denrées périssables. Et ça nous ferait peut-être davantage réfléchir à la place qu'occupent les livres sur nos rayons, sur nos tables. Et du coup, le taux de retour, évidemment, acheter de façon raisonnable, en ayant une idée précise de notre demande et de ce qu'on est capable de développer comme demande pour réduire au maximum ces taux de retour. Il se trouve quand même que la plupart des institutions avec lesquelles la librairie travaille et qui sont parfois clientes de la librairie encouragent rarement cette façon de travailler. Et moi, je trouve ça dommage. Dans les appels d'offres, par exemple, auprès des collectivités comme les bibliothèques départementales, par exemple, ou les villes, on a parfois un critère écologique qui est difficile d'apprécier au niveau du système de notation, de la façon dont il va rentrer en compte sur l'attribution ou pas de l'appel d'offres. Par ailleurs, moi, j'ai toujours été étonné, par exemple, que pour l'obtention du label LIR, ce taux de retour ne soit pas pris en compte et que tout soit focalisé sur à la fois le nombre d'articles en stock et le référencement. Je trouve que c'est une façon finalement aujourd'hui assez inopérante de juger de la qualité d'une librairie, en tout cas de ce point de vue écologique-là, mais en général aussi, puisque je pense qu'il y a des librairies qui ont un référencement plus faible, avec moins de livres en stock, mais qui ont beaucoup davantage réfléchi à la façon dont ces livres devaient être présents au sein de la librairie que des librairies qui visent une forme d'exhaustivité pour complaire un maximum de public. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi une incitation de l'administration auprès des librairies pour les faire travailler dans ce sens-là qui est nécessaire. Ce n'est pas nous qui allons faire le boulot tout seul. Il faut nous inciter à le faire. Alors vous parlez en effet de critères, de notation. Pascal Lenoir, tout à l'heure, vous avez parlé d'indicateurs. Je voudrais qu'on parle de la mesure de l'empreinte environnementale d'un livre. Alors, d'après le Shift Project, qui est le think tank le plus sérieux, je dirais, sur les histoires de décarbonation, l'empreinte carbone d'un livre, elle peut varier de 1 à 30 en fonction de là où il est imprimé, d'où vient le papier, du procédé d'impression, de tout un tas de critères. 1 à 30, c'est énorme pour un objet. Comment est-ce que peuvent être améliorées la transparence et surtout la traçabilité finalement pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, que ce soit les professionnels, mais également les lecteurs et les jeunes lecteurs qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là, c'est ce que vous disiez Stéphane Poulina tout à l'heure. Voilà. Et qu'est-ce que la profession peut mettre en place et qu'est-ce qu'elle met en place? Je crois qu'il y a un bilan carbone global qui est prévu d'ailleurs dans l'année à venir. On va y travailler. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention et c'est vrai que le Shift Project, on travaille avec eux et on a des réflexions intéressantes et pas dogmatiques. Il n'y a pas un livre. Il y a des livres. Si on commence à comparer le bilan carbone d'un livre à l'autre, si vous êtes sur un livre pour enfants cartonné avec du pelliculage sur toutes les pages parce qu'il faut protéger l'ouvrage, parce que ce sont des enfants jeunes qui vont être dessus, ou si vous êtes sur un livre de poche, vous allez avoir 2 bilans carbone extrêmement différents. Et les comparer serait, je pense, pas la bonne chose. Par contre, oui, créer des indicateurs et de pouvoir montrer la capacité à évoluer et quels sont les leviers par typologie d'ouvrage, quels pourraient être les leviers permettant de diminuer cet impact carbone, mais qui n'est qu'un seul indicateur. Il y en a plein d'autres. On a des problématiques d'eutrophisation de l'eau, donc on ne va pas rentrer dans des débats compliqués et techniques, mais l'eutrophisation de l'eau, malgré tout, on utilise énormément d'eau pour fabriquer du papier. C'est l'autre chose. Il faut que, évidemment, l'eau qui est prise au départ revienne à l'arrivée en bonne qualité, permettant la vie dans cette eau. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc, sur le bilan carbone, on est en train de regarder avec le SNE, mais aussi au travers d'un autre projet que l'on mène qui s'appelle ClickEdit, qui est en fait la capacité demain d'intégrer plus la notion de flux d'approvisionnement de nos ouvrages vers une librairie et des lecteurs qui sont de plus en plus dans des flux. Et donc on voudrait, puisqu'un bilan carbone se calcule non pas de façon globale, mais à l'aune d'un tirage, d'un livre,
dans un lieu donné, à un moment donné, avec des papiers, des techniques utilisées. Donc c'est extrêmement compliqué, avec énormément d'indicateurs, de pouvoir, au travers de ce langage, pouvoir accéder à une plateforme qui recueillerait l'ensemble des éléments permettant le calcul d'un bilan carbone par tirage et qui permettrait aux uns et aux autres, au moment du passage de la commande ou de l'étude, de pouvoir calculer son bilan carbone et de le faire pour la filière. Parce qu'il y a une notion là importante qui est d'avoir les mêmes indicateurs, les mêmes formules de calcul et de ne pas se retrouver dans des postures « mais moi, mon calculateur est meilleur que le tien », etc. Donc, je pense que là, il y a un enjeu et qui nous permettra de rentrer en interconnexion avec la librairie parce que là aussi, il y a un travail, malgré tout. On en voit bien la segmentation des commandes et l'accélération du temps pour la livraison et qui sont évidemment des facteurs d'aggravation du bilan carbone sur le transport, tant en aller qu'en retour, puisqu'on est dans l'urgence. Alors, avant de passer aux questions avec la salle, aux questions de la salle plutôt, j'ai une dernière question sur un angle de vue qui est différent. On va quitter le livre en tant qu'objet matériel pour parler de la lecture, parce que finalement la lecture en tant que loisir et divertissement pour les jeunes générations par rapport à d'autres activités, alors je pense notamment à des jeux vidéo en réseau, à du streaming sur des plateformes de streaming, à des séances de shopping, c'est une activité qui a une empreinte environnementale qui est relativement faible par rapport à d'autres activités. Je vois Pascal Lenoir qui par rapport à certaines activités, pas toutes. Hein. Je mets de côté le sport, qui a une empreinte environnementale, si pratiquée pas très loin de son domicile, assez faible. Alors, je me tourne vers Gwendal Huez. Comment est-ce qu'on pourrait mieux mettre en avant alors, ce bénéfice de la lecture? Alors, évidemment, il y a bien d'autres bénéfices de la lecture, au-delà d'un bilan environnemental qui est comparativement intéressant. Est-ce que c'est déjà mis en avant? Qu'est-ce qui pourrait être mieux mis en avant? Et encore une fois, par rapport à une cible qui est particulièrement attentive à ces sujets-là et qui est très attentive, mais en revanche qui a souvent besoin d'être guidée pour limiter sa propre empreinte environnementale. Oui, je trouve que cette façon de lire le phénomène de lecture intéressante. Après, en tant que libraire, je me vois mal l'utiliser comme un argument de vente ou de conseil. Je sais pas. Je trouverais ça un petit peu spécieux. Mais ceci dit, c'est un vrai argument et je peux comprendre qu'il puisse être utilisé, mais à ce moment-là au niveau institutionnel. Je sais pas. Peut-être justement à l'école ou dans le cadre de la formation des enseignants, pour peu qu'elle existe encore sur la question de la littérature jeunesse, c'est un autre débat. Mais oui, peut-être, oui, une campagne. C'est assez amusant de lire, d'envisager ça, cette pratique-là comme une pratique vertueuse, justement. Alors Pascal Lenoir, vous aviez vous aviez un certain doute sur le bilan environnemental d'un livre par rapport à d'autres activités de loisirs. Le livre, quand il est papier et que la lecture est sur papier, la lecture, elle est finie sur un plan énergétique puisque l'énergie pour produire le livre a été consommée. Maintenant, quand on est sur un livre numérique, là, on commence à consommer de l'énergie. On sait qu'aujourd'hui, l'Internet, on va le dire au grand sens du terme, a dépassé en consommation d'énergie l'aviation civile. Et en 2025, on en est à la voiture. Donc là, on n'est plus dans une consommation d'énergie finie, mais exponentielle. Et de la lecture, quelle lecture? Consultation ou vraiment une lecture profonde avec des pop-up qui montent sur son écran ou sur son téléphone portable? Je ne suis pas sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a des lectures. Sur le papier, oui, la lecture, on a besoin juste, s'il ne fait pas jour, d'une petite ampoule. Mais voilà, on a ce degré-là. Mais je pense que l'avantage de la lecture, il est au-delà de la problématique environnementale, c'est la problématique sociétale.
C'est celle-là qu'il faut envisager. Et c'est vrai, quand on discute avec certaines ONG, on essaye de leur expliquer que, comme vous le disiez, Gwenal, ce n'est pas seulement une problématique environnementale, c'est une problématique sociétale en même temps que l'on pose. Et donc, on ne peut pas mettre simplement un poids dans la balance. Il y a les deux, il faut voir quel est l'équilibre et le bon équilibre. Et la lecture, aujourd'hui, je pense, la lecture sur papier, déconnectée, dans un temps long, oui, peut être un moment qui doit être valorisé et qui peut l'être. Stéphane Paulina, vous aviez sur ce point-là un point à ajouter ? C'est un point plus général, c'est vrai que la lecture, effectivement, sur papier, alors nous, forcément, aujourd'hui, moi, en tant qu'imprimeur, je ne vais pas dire que la lecture sur papier, c'est forcément mieux. Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour juger de ça. Donc surtout, lisez sur papier et ne lisez pas sur tablette. Voilà, comme ça, on a une chance de travailler le plus longtemps possible. Après, sur le reste, effectivement, toutes les études maintenant récentes montrent que les tablettes et l'électronique consomment énormément d'énergie, ça c'est sûr. Donc on se rend compte finalement que voilà, lire sur tablette, de toute façon, je ne pense pas que ça soit, pour dire ce que disait Pascal, je ne pense pas que ça soit la préoccupation des personnes qui lisent sur tablette. Il y a un côté technologie, il y a un côté peut-être pratique quand on voyage, ou voilà, de ce type-là. Mais je ne suis pas sûr que les personnes qui l'utilisent se demandent s'ils achètent plutôt sur papier, parce que ça a un impact différent que de lire sur tablette. Donc voilà, c'est nous en tant que professionnels, forcément, même si le papier c'est très important pour nous, de toute façon, tout montre maintenant aujourd'hui que la production de papier est quand même moins nocive pour la planète que de tout faire sur tablette, ça c'est sûr. Merci à vous. On a fini cette première partie sur les questions que j'avais préparées. J'imagine qu'il doit y avoir des questions de la salle. Il y a un micro qui va circuler. Bonjour. Au-delà de la question de la production, de la consommation, moi j'ai une question qui a priori pas trop été abordée sur la surproduction et la gestion des déchets avec le pilon. Donc on parle bien d'une chaîne du livre avec énormément de maillons. Comment est-ce qu'on a une vue sur un peu cette fin de chaîne ? Quels contrôles sont appliqués ? Qui gère en fait cette gestion-là des déchets du livre en fait ? Alors, on a une chance fabuleuse, c'est que donc on a une matière première qui est recyclable. Deuxième chose, deuxième chance fabuleuse, c'est qu'on a installé cette économie circulaire qui permet que tout invendu remonte chez le distributeur et peut être retraité et retravaillé. Donc vous avez aujourd'hui un pilon qui est trop important, ça c'est clair. Il faut apprendre à diminuer ce gâchis. Pour autant, une partie du pilon est retraitée pour intégration dans nos stocks et qui nous permet d'éviter certaines réimpressions. Et ça, on y travaille au quotidien, parfois même d'accélérer, quand on est éditeur, les réintégrations en stock afin d'éviter la réimpression qui tue. C'est celle-là. Nous, imprimer, c'est évidemment un coût. La deuxième chose, c'est que le pilon, il est traité industriellement, c'est-à-dire qu'il est valorisable et valorisé. Aujourd'hui, la fibre de papier, et je pense que tout le monde est au courant, on a un peu de soucis à en trouver. Je peux vous dire que là, les déchets, ils vont être traités le plus vite possible pour pouvoir faire du papier recyclé ou du carton recyclé demain. Donc il y a un vrai enjeu sur ce sujet-là. Quant aux imprimeurs qui ont aussi leur part de gâche, évidemment qu'eux aussi trient, sélectionnent, etc. On a d'autres déchets, et ceux-là, on les traite différemment, qui sont dans les livres jeunesse, puisqu'on est là à un moment spécifique sur la jeunesse, qui sont tous les livres qui portent des piles ou des produits électroniques. Donc là, on contribue à des éco-organismes, Corépil, etc., écologiques, ainsi de suite, qui aident au traitement de ces produits-là. Donc la distribution, quand elle a des retours d'ouvrages qui portent de l'électronique, on les envoie pour décortiquage dans des centres agréés qui mettent à part les piles pour un recyclage des piles, de l'électronique pour un recyclage de l'électronique. Donc en fait tout ça est pas visible, mais tout ça est traité industriellement et valorisé dans notre modèle économique.
Oui, là, c'est bon. Alors moi j'entends bien qu'effectivement la matière première est recyclable, mais là on se pose la question du retraitement d'une matière première. Est-ce que si on part en amont, ce que disait un petit peu Gwena Lola, si j'ai bien compris au départ, on ne devrait pas se poser la question de la fabrication d'un nombre de titres qui dépasse les 16 000 cette année et qui était en chute en raison du Covid, comme nous l'a rappelé Vincent Montagne, et produire peut-être un peu moins à l'origine de titres chaque année. La question de la surproduction qui permet aussi de répartir peut-être de façon plus intéressante pour les auteurs, les éditeurs, etc., de suivre vraiment leurs titres, d'être mieux rémunérés, accompagnés, etc. Je pourrais citer Antoine Gallimard, là du coup. Il n'y a pas trop de livres, il n'y a pas assez de lecteurs. Peut-être qu'il faudrait qu'on travaille et trouver de nouveaux lecteurs. Enfin, ça c'est... voilà, c'était pour citer Antoine Gallimard. Je partage pas l'avis d'Antoine Gallimard pour le coup. Je pense qu'il y a trop de livres, évidemment. Peut-être que si on ne les jugerait pas, on jugerait pas leur nombre trop important, si justement, comme je le disais au départ, tous se justifiaient d'un point de vue éditorial. Après. La surproduction, nous, en tant que libraires, on la vit assez péniblement parce que ça augmente la charge de travail, à la fois le temps qu'on passe avec la diffusion, avec les représentants et aussi celui de la manutention. Ce tri-là, il est de plus en plus difficile. Après, c'est l'enjeu le plus intéressant du métier de libraire, hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire que le libraire ne se juge pas par ce qu'il a en rayon, mais ce qu'il n'a pas. En fait, c'est ce qu'il refuse d'avoir. Et du coup, peut-être que si la profession des libraires était plus avisée ou plus restrictive par rapport à ce qu'il accepte d'avoir en rayon, peut-être que la prise de conscience des éditeurs serait plus importante. Je ne sais pas, c'est un rêve pieux, on va dire. Y a-t-il une autre question ? Non, j'ai pas l'impression. Monsieur Leroy. Au premier rang. Ça se fait pas de montrer du doigt, mais j'ai mis la personne là-bas. Moi, je voulais poser une question à Monsieur Paulina, en fait, savoir un peu un état des lieux, parce qu'on parle de littérature jeunesse. On sait que tous les livres cartonnés avec manipulation actuellement ne peuvent plus être fabriqués en France. Est-ce qu'au niveau des imprimeurs français et européens, est-ce qu'il y a une réflexion pour essayer de refaire revenir cette production en Europe, ou c'est quelque chose que vous n'envisagez pas du tout? Alors écoutez, on arrive encore à produire en France, hein. On est l'exemple aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de sites de production qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc voilà, la réponse, alors là, ça va être assez simple, hein. C'est une réponse qui est concurrentielle. Voilà. Produire en France, comme dans d'autres domaines, j'imagine, c'est compliqué. Les coûts n'est pas forcément les plus compétitifs d'Europe, et je ne parle pas du monde évidemment, mais d'Europe. Donc c'est difficile effectivement de continuer à développer. Donc la stratégie, en tout cas la nôtre, qui nous permet aujourd'hui de tenir encore et de rester debout et de proposer une offre à nos clients, c'est beaucoup l'investissement, la robotisation. Alors même si c'est des mots parfois qui font un peu peur, voilà, il faut automatiser, il faut aller de l'avant, il faut vraiment rechercher les technologies qui nous permettent d'être au plus proche de la pointe, voilà, de produire vite. Et surtout, aujourd'hui, ce qui change un peu la donne, c'est vraiment la proximité et la capacité à offrir du service aux clients, voilà, notamment sur les réapprovisionnements rapides, voilà, et d'être assez proche des centres de distribution. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, ça change un petit peu. Je pense qu'il y a une carte à jouer pour les imprimeurs français. Dès lors, on arrive à cumuler l'ensemble, c'est-à-dire à faire les bons investissements, voilà, et à proposer les bons services auprès des clients, et voilà, et réussir parfois à convaincre un client, même si notre prix n'est pas le plus compétitif, que de venir imprimer en France, c'est du service, la qualité. Bon, je ne sais pas si on a une meilleure qualité que nos confrères européens, mais en tout cas, on a une qualité qui
qui est assez bonne et acceptable. Voilà. Après, que vous parliez de l'entente ou discussion entre Européens, il n'y en a pas de discussion entre Européens. C'est une compétition pure et dure. Nos confrères européens sont là pour gagner des parts de marché. Voilà. Nous, pareil. Donc, tout ça, c'est une compétition. Donc, quand on croise nos confrères, on se dit juste bonjour, bonsoir. Voilà, c'est tout. Le reste du temps, on passe notre temps à vouloir se prendre des parts de marché et gagner la compétition à la fin de l'année ou d'un certain temps. Voilà, donc ça reste. Donc, il n'y a pas de réflexion à ce niveau-là. C'est vraiment celui qui proposera la meilleure offre au client, le meilleur service. Voilà, sera peut-être plus au devant de la scène que les autres, mais ça se résume à ça. Voilà, tout simplement. Ah oui, d'accord. Non. Oui, tout à fait. Alors sur les ouvrages, on va dire, complexes, où là vous avez des pop-up ou des tout cartons, ou comme disait Pascal, des ouvrages avec du son, là il y a intégration de piles et d'éléments électroniques, là c'est purement fait en Asie. Parce que là du coup en France, et même en Europe, je ne suis pas sûr non plus, qu'il y ait de réels acteurs, parce que là l'intervention manuelle est telle, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure. Nous, les Français, et on peut dire maintenant beaucoup d'Européens autour de nous, sans robotisation, automatisation, on ne sait pas se positionner aujourd'hui. Donc le coût de la main-d'œuvre est tel que dès qu'on commence à ouvrir un ouvrage à la main pour intervenir dedans, nos prix sont beaucoup plus chers que ce qui se fait en Asie. Donc là, il n'y a pas de compétition possible. Même si demain on a la volonté d'investir, voilà, de démarrer des usines, lancer des projets, on sait pertinemment à l'avance que les prix qu'on va proposer à nos clients, ça ne va pas être vendable. L'écart est tel, là je parle du simple au double, du simple au triple. C'est même pas de différence de 15 à 20%. Les interventions manuelles sont telles, et on n'a pas de... Quand on questionne nos fournisseurs autour de nous, on n'a pas de solution d'automatisation. Quand on leur demande, est-ce que vous auriez à l'esprit des machines en projet à fabriquer pour faire du tout carton, ou découper, découper vraiment en automatisme à des cadences intéressantes, on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse, nos fournisseurs. Voilà. Donc la réponse, elle est malheureusement sur ces produits-là manuels, on ne peut pas se placer aujourd'hui. Et ça, c'est à mon avis, ça ne va pas changer. Ça va mettre du temps à changer. Ça, à mon avis, ça ne changera pas. L'écart est tel qu'on ne peut pas lutter là. C'est comme la confection un peu du textile où voilà, il y a une telle différence d'intervention que là, c'est des marchés sur lesquels on ne sera pas acteur. Enfin, vous trouverez difficilement de sites français-européens. Alors je sais qu'on entend beaucoup parler des délais asiatiques actuellement, surtout cette année, là, avec les problèmes de containers. Ça ne touche pas que le livre, ça touche toute l'industrie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Je me mets à la place des éditeurs qui ont des collections déjà existantes en Asie depuis de nombreuses années, qui fonctionnent bien en librairie, qui ont un vrai succès. Et là, ils se retrouvent aujourd'hui certainement coincés parce qu'ils ont une offre qui ne répond plus à leurs demandes. Les délais sont beaucoup trop longs, les prix doivent augmenter certainement. Mais les prix, ils ont beau augmenter, le container a beau prendre 4 fois le prix en transport, du 400%. D'abord, les sites n'existent plus en France, ni en Europe. Demain, si on décide de lancer un site, ça va prendre, il y a une inertie. Le temps de lancer tout ça, ça va prendre plusieurs années. Donc voilà, c'est très compliqué. Et je vois encore une fois, malgré les prix des containers qui sont chers, le fait de faire en France coûterait encore beaucoup plus cher. Moi, j'en vois pas. Alors, je suis peut-être pas forcément le... Sur des tout cartons simples, si. Mais les représentants... Voilà. Le problème que l'on a, c'est que on a tous l'envie de pouvoir imprimer le plus vite possible. Je peux vous dire qu'en ce moment, là j'ai Edwige qui est pas loin. C'est des questions permanentes que l'on se pose pour essayer de rapprocher notre production. Mais comme le disait Stéphane Polina, nous allons chercher en Asie non pas de l'impression, nous allons chercher du façonnage avec énormément de personnes qualifiées qui sont capables de traiter d'énormes volumes. Une imprimerie en France et en Europe, c'est 20-30 personnes en moyenne, maximum.
sur nos sites. Quand vous allez en Chine, vous trouvez des usines qui vont 1000, 2000, 10 000, 20 000 personnes. Donc on n'est pas sur les mêmes échelles, et avec des ouvrages, pour les ouvrages dont vous parlez, qui sont sur des marchés internationaux. C'est-à-dire que la plupart du temps, la mise en œuvre est telle qu'il y a une coédition qui est revendue derrière pour pouvoir amortir les coûts. Donc on est sur des prix internationaux et sur des volumes internationaux. Donc quand on fait un pop-up, parfois très compliqué, la version française n'est pas forcément celle qui a le plus grand nombre d'exemplaires produits. Et donc trouver un atelier de 500 personnes qui va travailler pendant 3 semaines, 1 mois sur un pop-up pour monter tous les pliages, coller les petits bouts de papier, etc. En Europe, il n'y a pas d'atelier pour ça. On ne trouvera pas. Et c'est bien pour ça qu'au départ, je disais, quelle industrie on veut en France et en Europe. C'est une vraie grosse question. Là encore, je pense qu'il y a vraiment un message à faire passer, parce que nous, on a besoin de ces éléments-là pour les faire passer aux clients. Bien sûr. On est de plus en plus de libraires avec au courant de ça, mais je pense que ça, il devrait y avoir une grande information nationale. Vous n'avez pas de réponse, j'imagine. Un lecteur vous lui dit, je ne sais pas. Alors, vous savez, j'ai pas le livre. Alors, on essaye de se déployer au ICNE avec Karen qui est par là, que je voudrais remercier au passage parce qu'on fait un énorme boulot avec Pierre et Véronique aussi. Mais demandez-nous, on a de l'info, on peut se déplacer, on peut... voilà, et oui, il y a de la communication à faire parce que c'est aussi aider notre industrie que d'expliquer quels problèmes nous rencontrons et quels problèmes elle rencontre. À se déployer, à se développer. Mais je voudrais aussi resituer l'imprimerie. Malheureusement, je vous disais qu'on pèse 6% de la consommation papier en France, mais qui en 15 ans a divisé par 2 sa consommation. On était à plus de 5 millions de tonnes, on est à peine à 2 500 000 tonnes aujourd'hui. Donc on est dans un contexte de déconsommation du papier, avec une demande de réindustrialisation sur des sujets, le livre, l'objet le plus complexe en imprimé. Un imprimeur de livres, c'est quelqu'un qui maîtrise un grand nombre de métiers et c'est pas la même chose quand vous imprimez de la presse magazine ou de la presse quotidienne. Vous n'avez pas autant de métiers imbriqués dans un même atelier. Donc c'est ça. Donc il faut qu'on rende un peu plus sexy, certainement pour les jeunes, les imprimeries de demain. Il faut que nous, certainement, oui, on s'explique et on s'exprime un peu mieux, mais aussi il faut que les gens, tous ceux qui consomment aujourd'hui, essayent de réfléchir à comment est produit le produit qu'ils ont. Et je pense que là, il y a une vraie aussi connaissance du grand public qui est manquante et parfois même une curiosité manquante sur comment est fabriqué. Et avec grand plaisir d'imprimer en France, on fait ça tous les jours. Eh bien, ce sera le mot de la fin parce que je crois que le déjeuner va bientôt démarrer. Merci à tous de votre présence et d'avoir répondu aux questions et aux questions de la salle. Et bon déjeuner. Merci.